Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes en direct sur le 90.5 FM depuis l'usine hydroélectrique du Châtelard en Suisse, juste après la frontière pour l'inauguration du festival Orgue, Musique et Cime, un festival que vous connaissez bien sur Globule Radio puisque chaque année nous en parlons sur notre antenne et nous assistons à certains de ces magnifiques concerts. Cette année, on fête la 15e édition du festival qui a rassemblé au cours des éditions précédentes 10 000 spectateurs, 80 ateliers de formation musicale, 650 participations à ces ateliers, 120 concerts, bref, un événement musical incontournable de Martigny à Valorcine. Et pour cette émission, comme je le disais, on est en direct de l'usine hydroélectrique du Châtelard où nous nous trouvons juste devant. Nous parlerons de cette usine et de son histoire avec Gérald Lugon-Moulin en première partie d'émission avant d'aborder le festival Orgue, Musique et Cime avec notamment Michel von Gerichten, la présidente. Puis nous aurons d'autres invités autour de ces festivals jusqu'à 17h et le début de cette incroyable inauguration depuis l'usine hydroélectrique du Châtelard. Showing you never will cover what you own, honey, you own well. Holding it out will be tougher, and I know, honey, I know well. The thought is fulfilling a label, and talking, honey, talking, no. It's fake though, I know that you're able to see it, honey, I see you well. Older, we want closure, you're holding on tight. I don't wanna leave you alone. I'm talking my mind to some talk, on and on. Toujours en direct sur le 90.5 FM devant l'usine hydroélectrique du Châtelard. Vous entendez sûrement derrière moi les balances du groupe Perla Musica qui va jouer tout à l'heure à partir de 17h lors de l'inauguration du festival Orgue, Musique et Cime qui se tient de Martigny jusqu'à Valorcine. Et c'est la grande inauguration aujourd'hui à partir de 17h, je le rappelle, on est devant l'usine hydroélectrique du Châtelard. Et justement pour nous parler de cette usine, Gérald Lugon-Moulin qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, nous l'avons interviewé l'année dernière sur l'histoire de ce lieu et il revient notamment sur les 100 ans du barrage de Barberine qui se fêteront en 2025. Alors Gérald, c'est une personne qui a un lien très fort avec l'usine hydroélectrique. Voilà, il a travaillé là-bas pendant 41 ans.
Il a été chef de cette usine pendant quasiment 20 ans. Et c'est un fin connaisseur et il est là aujourd'hui pour nous parler de la préparation des 100 ans du barrage. Oui, en effet, puisqu'en 2025, nous allons fêter le 100e anniversaire de ce barrage, le premier barrage qui a été construit dans la vallée, le premier barrage qui a permis aux chemins de fer fédéraux de pouvoir électrifier une partie du réseau entre Lausanne et Brigue. Ce fut donc quelque chose d'extraordinaire de pouvoir arriver dans la vallée du Trien avec les moyens de l'époque, puisque tout est arrivé par le chemin de fer ici jusqu'à Faro. Et de là, pour commencer le chantier à 1900 mètres d'altitude, on va se déplacer avec des mulets, faire un transport jusqu'au col de la Gueula, appelé maintenant le col de la Gueula et Mosson, quoi. On a le barrage des Mossons. Et de là, on va faire un téléphérage pour pouvoir accéder dans la plaine des Mossons, pour pouvoir construire le village des ouvriers et commencer les travaux. Alors, qu'est-ce qui vous passionne autant? Parce que vous avez quand même pris votre retraite depuis 2011 et pourtant, vous continuez à préparer ces 100 ans qui seront d'ici 2 ans. Oui, c'est une passion. C'est une passion, pourquoi ? Parce que mes grands-pères, qui étaient des agriculteurs, ont trouvé du travail à la construction du barrage et à la première exploitation de l'usine en 1923. Ils ont travaillé une 40aine d'années chacun. Mon père a aussi fait 35 ans et moi-même 41 ans, comme vous venez de le dire. Et passionné par cette histoire, puisque j'ai fait toute ma carrière comme mécanicien et ensuite, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme chef d'usine. Et c'est une passion de voir tout ce qui s'est développé dans la haute vallée du Trien avec ces barrages de Barbrine, du Vieux-Mosson, des Mossons et maintenant avec le grand complexe de Nantes-de-Drance. Ce qui vous passionne, c'est l'histoire du lieu, évidemment, votre attachement aussi familial à tout le monde y a contribué finalement. Exactement, puisqu'il y a beaucoup d'anecdotes. Quand on voit les travaux qui se faisaient à l'époque, avec les moyens qu'on avait, et l'évolution aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est pour ça que je me suis quand même penché à écrire une histoire sur toute l'évolution de cette force hydraulique, cette énergie qu'on utilise à l'heure actuelle encore. Et je me suis dit que pour les 100e anniversaire, nous allons faire quelque chose de très grand. J'ai poussé un peu les autorités qui sont maintenant en place dans le cadre des chemins de fer fédéraux de faire une grande fête. Cette fête aura lieu en 2025. Elle se déroulera ici, dans le haut de la vallée du Trien, avec à Châtelard, dans la centrale elle-même, donc une grande exposition. On y fera également une pièce de théâtre intitulée Barbrine, qui se jouera durant tout le mois d'août, septembre et au début octobre 2025. Et on fera aussi, ici à Fao, une exposition sur les relations humaines qu'il y a eu pendant ces 100 ans, avec un livre pour clôturer aussi tout ça comme souvenir. C'est quand même assez majestueux, un grand travail donc. Formidable. Et maintenant, pour préparer ça, on est en route avec la commune de Fao, justement, de préparer un chemin didactique qui va partir du col de la Gueula en direction de l'arrivée du funiculaire au Montuir. Pour intituler ce chemin didactique, on a trouvé un titre grâce à M. Luc Pignat, qui nous a donné la face cachée de Barbrine. Face cachée de Barbrine, ça veut dire que ce barrage de Barbrine, on ne le voit très peu, si c'est dans une période de l'année qui peut être au début juin, entre juin et juillet. Autrement, tout l'ancien barrage, on ne le voit plus, les galeries, on ne les voit plus, les conduites forcées, on ne le voit plus. On va raconter toute cette histoire le long de chemin didactique et on va aussi faire revivre le château d'eau, c'est-à-dire c'est la chambre d'équilibre qu'il y avait entre le barrage et les conduites forcées. On va remettre tout ça plus ou moins, on ne va pas dire en état, mais que toutes les personnes qui iront se balader là-haut auront l'occasion de voir ce puits de 70 mètres. On marchera certainement sur un plateau de verre avec le puits éclairé. Donc, puis avec à l'intérieur du local, toute une histoire donc, de photos de l'époque. L'été 2025, ça laisse un petit peu de temps, mais j'imagine que le but, c'est aussi de garder ça une fois les 100 ans passés. Bien sûr, puisque la concession, en tous les cas, dans le cadre des chemins de fer, a été renouvelée pour 80 ans. Et c'est quand même le joyau de la commune de Fao de pouvoir garder ça comme souvenir de l'époque. Pour faire ce livre et même cette exposition, est-ce que vous avez pu réaccéder à des archives ou alors même est-ce qu'actuellement vous êtes aussi en recherche de personnes qui auraient travaillé ou alors de descendants ?
Oui, alors déjà dans les archives de l'usine CFF de Châtelard, on avait quelque chose d'extraordinaire puisque j'ai pu vraiment retourner écrire l'histoire. J'ai quand même écrit un petit peu l'histoire de l'avancement des travaux avec toutes les photos qu'on avait de l'époque, elles étaient datées au jour près. Donc j'ai pu voir l'évolution, la rapidité qu'on a construit l'usine, le funiculaire, les voies d'accès, le barrage, etc. Donc par rapport à ça, j'ai pu vraiment écrire l'histoire, la vérité, parce qu'on entendait toutes sortes de choses. Donc là, j'ai vraiment les périodes très précises à la rapidité qu'ils ont dû avancer ces travaux. À l'époque, quand on pense qu'ils sont arrivés ici en 1919 à la gare de Finrod, on travaillait sur le barrage de Barbrine que pratiquement 8 mois par année. Et en 1925, tout était terminé. La première machine a tourné en 1923 à Châtelard, donc 2-3 ans après, on tournait déjà. Combien de temps de construction ? Alors, si on peut dire entre le départ des travaux et la construction finale du barrage, l'inauguration au mois de septembre 2025, ça fait 4 ans de travaux. Et les ouvriers qui venaient, est-ce qu'ils étaient originaires plutôt d'ici ou ils venaient d'un peu partout en Suisse ? Alors, il y avait bien sûr qu'il y avait quand même des ouvriers de la région, mais beaucoup d'Italiens. C'était pratiquement que des Italiens qui travaillaient sur ces chantiers. Les travaux étaient très difficiles, puisqu'il y avait environ sur le site de Châtelard, du funiculaire et du barrage, environ 600 ouvriers qui travaillaient. Du côté de Barbrine, c'est clair que du côté du barrage, on ne pouvait travailler que 8 mois par année à cause de la neige. Par contre, sur Châtelard, on pouvait travailler un petit peu plus longtemps. Alors, ces ouvriers travaillaient des longues journées, entre 10 et même 12 heures de travail par jour, étaient très très peu payés. Est-ce qu'il y a eu des morts pendant ce temps de construction ? Alors, ce qu'on a pu voir, ce qu'on a dans les statistiques, il y a eu très peu de morts en réalité. On va dire entre 4 et 10. On sait qu'on a eu 5, on a retrouvé ça sur des coupures de journaux, mais il y a eu très peu de morts. Et après, ces personnes sont retournées en Italie ou alors il y en a certains qui ont construit leur vie ici ? Oui, alors ici, après, ça a été l'épopée des barrages un petit peu dans le Valais. Donc, une partie de ces ouvriers, je pense qu'ils avaient l'expérience. Ils sont retournés sur d'autres sites, certainement du Valais ou d'ailleurs. C'était vraiment des ouvriers qui étaient des ouvriers très rudes. Donc, ils n'avaient pas peur de travailler pour être peu payés, mais de travailler dans des conditions pratiquement immorales, on va dire. Est-ce que cette exposition, c'est aussi une manière de leur faire honneur et de leur rendre hommage aussi ? Bien sûr, bien sûr. Par rapport à l'heure actuelle où on travaille qu'avec des machines, c'est quelque chose d'extraordinaire quand même de pouvoir, à cette époque, faire ce travail et surtout venir gagner leur vie pour peu grand-chose, pour faire survivre leur famille en Italie. Pendant la petite pause musicale, on parlait ensemble de comment rendre hommage aussi à ces ouvriers italiens. Et je disais que finalement, pour être sûr qu'on leur fait honneur, déjà en retraçant l'histoire, mais aussi peut-être en conviant leur famille, leurs descendants. Alors oui, c'est une très bonne idée que vous m'avez donnée, puisque dans le cadre du comité d'organisation, jusqu'à maintenant, on était vraiment sur tout ce qui était technique et tout ce qui était invitation, mais je pense que ce serait super bien parce que comme le barrage des Messons, par exemple. Alors, ceux-là, on les connaît encore, puisque c'est plus récent, les années 1975, et qu'il y a des ressortissants ici à FAO qui sont restés. Et en tous les cas, ceux-là, on peut quand même les inviter. Donc, toute cette partie, on va dire, italienne, franco-suisse, donc on connaît qu'il y a aussi des Français qui sont venus travailler ici. C'est une idée qu'on va mûrir et puis voir comment on peut faire pour faire une invitation, quoi. Donc c'est clair que tout ce projet, il sera quand même diffusé sur des médias. Donc on va faire quand même une grande de pub pour ce 100e anniversaire. Pour retracer l'histoire également, donc on l'a dit, il y a l'aspect technique grâce aux photos et aux archives que vous avez pu consulter, vous avez pu retracer année par année, mais il y a aussi finalement des anecdotes, évidemment des relations humaines aussi. Alors oui, donc on a aussi de la chance qu'à cette époque-là, on avait quand même des journalistes qui venaient sur place et qu'on a pu retrouver aussi dans des archives cantonales des extraits de journaux où on voit des choses qui ont marqué ce chantier avec
aussi le problème des premiers syndicats qui arrivaient sur place à ce moment-là. Les ouvriers, il fallait pratiquement qu'ils ne disent pas un mot s'ils voulaient être gardés sur le chantier. Il y a de ces anecdotes. Et puis moi-même, à l'usine, j'ai pu retrouver dans le journal de bord des anecdotes donc, du travail. Hein. Si je pense, par exemple, des anecdotes quand on travaillait, qu'on allait faire les contrôles en direction du barrage toutes les semaines, qu'il fallait monter à pied et à peau de phoque, on va dire, depuis Châtelard pour arriver au pied du barrage, en passant maintenant exactement où il y a le petit trait panoramique. Hein, en hiver, c'était pas si évident. Il fallait que, par exemple, cette anecdote, que chaque samedi, le gardien du barrage monte avec une équipe prendre le niveau du lac. Donc, ils partaient de Châtelard, les pots de phoque, on passait par l'arrivée du funiculaire, les Montuires, et Mosson. On arrivait au barrage, bien sûr qu'il y avait de la neige qui était tombée d'une semaine à l'autre. Il fallait descendre dans le plan d'eau. Il fallait creuser la neige jusqu'à la glace. De là, l'épaisseur de glace, il fallait forer avec une petite foreuse à main pour pouvoir trouver l'eau. Et on prenait chaque semaine le niveau du lac pour voir, donc on n'avait pas les moyens comme maintenant de contrôler à distance, pour voir un peu combien on avait donc descendu le barrage durant une semaine pour faire les statistiques, les volumes d'eau turbinés. Voilà une petite anecdote. Hein. Merci. Et au-delà de ça, même vous parliez des syndicats, et j'imagine bien que vu que votre père et vos grands-pères y ont aussi travaillé, forcément, même dans les discussions de famille, j'imagine que vous deviez aussi débattre de cette évolution finalement. Oui, alors bon, faut dire qu'aux chemins de fer fédéraux, puisque c'était une régie des chemins de fer fédéraux, c'était pas une société anonyme à ce moment-là. Et là, on peut dire que ces agents, ils étaient donc payés convenablement, puisque c'est une grande régie fédérale. Il n'y a pas eu beaucoup à faire avec les syndicats. Peut-être à l'heure actuelle, il y en a plus, même qu'on on est dans une société anonyme, les CFF maintenant c'est une société anonyme, il faut des fois quand même se bagarrer pour le différent salaire par rapport au travail qu'on fait. Comment vous avez fait pour convaincre les autorités pour faire de ces 100 ans une grande fête et aussi un moment historique ? Bon, j'ai de la chance aussi d'être donc dans la commune, dans différentes commissions. Le président de FAO m'avait demandé lors de son élection, quand je me suis présenté, il voulait connaître un peu ses citoyennes et citoyens, qu'est-ce que j'avais fait de ma vie. Il a vu que j'étais passionné par l'histoire, donc je chapeaute un petit peu maintenant la commission du patrimoine, l'histoire. Et puis quand je lui ai dit qu'on a un grand projet qu'on voudrait faire quelque chose pour les 100 ans de Barberine, il m'a donné le feu vert. C'est comme ça que maintenant aussi, on a parlé tout à l'heure du chemin didactique, c'est la commune qui va complètement donc investir dans ce projet, quoi. Les CFF, on prête tout ce qu'on a, on prête ce que je sais, et puis on est tout en train de mettre ça sur un projet qui sera fantastique aussi, qui redonnera un plus justement à cette installation, ces attractions de Châtelard Vertical Alpes. On aura la possibilité de donner encore un petit peu plus pour les visiteuses et visiteurs qui viendront sur le site. Est-ce que vous transmettez aussi ce que vous connaissez à des nouvelles générations ? Alors, à des nouvelles générations, j'ai mes petits-enfants, hein, donc, qui essayent de comprendre un petit peu. Ils sont assez époustouflés des fois quand je leur dis, ouais, voilà, comme on faisait dans le temps, avec ce qu'on fait maintenant, quoi. Alors, est-ce qu'ils vont le regarder? Mais je pense que peut-être ça viendra aussi, c'est des jeunes de famille, de transmettre tout ça, voilà. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de voir mon petit-fils, parce que je sais qu'il va venir ici auprès de vous. Donc, lui, il a donc 14 ans maintenant. Et puis, en tous les cas, en dehors de tout ce que je fais pour l'usine, ma passion que j'ai pour la nature, tout ça, il est prenant. Pas plus tard qu'hier, il est avec moi dans la nature. C'est quand même assez impressionnant. Merci d'être venu au micro. C'était un grand plaisir de venir vers vous, expliquer un petit peu tout ce qui va se passer durant ces prochaines années. Merci à vous. C'était l'interview de Gérald Lugon-Moulin sur l'histoire de cette usine hydroélectrique du Châtelard. Vous êtes toujours en direct sur Globule Radio 90.5 FM pour cette grande inauguration du festival Orgue, Musique et Cime, ici au Châtelard, en Suisse. Restez avec nous, on reçoit tout de suite après la musique Michel von Gerichten, président du festival, et Léonard Muller, directeur musical, juste après ça sur Globule Radio.
helping the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Unpacking the bags and setting up, and planted lilacs and buttercups. But in the meantime, I got it hard. Second floor living without a yard. It may be years until the day my dreams will match up with my pay. Nous sommes toujours en direct sur Globule Radio 90.5 FM depuis l'usine hydroélectrique du Châtelard pour l'inauguration du festival Orgue, Musique et Sim. Et avec nous sur le plateau, Michelle von Gerichten, présidente du festival, et Léonard Muller, directeur musical du festival. Merci à vous deux de nous accueillir ici dans ce super cadre. On le rappelle, vous entendez peut-être derrière nous aussi les balances du groupe Perla Musica qui se produira tout à l'heure. Je voulais vous demander dans un premier temps pourquoi c'est important pour vous de faire cette inauguration ici, dans cette usine hydroélectrique du Châtelard, un lieu hors du commun. Parce que quelque part, c'est l'aboutissement de cette vallée du Trien. C'est aussi cette zone transfrontalière, puisque à 3 km d'ici, nous sommes en France. Et c'est ça qui nous relie à nos voisins, à Valorcine et à deux vallées qui sont continues. Et c'est vraiment un lieu central. Mais c'est aussi associé à l'histoire de la vallée et tous les ouvriers qui ont pu travailler ici pour créer ces cinq constructions majeures liées au Nant de Drance aujourd'hui. Mais tout a démarré en 1925 et nous sommes vraiment dans un lieu historique extraordinaire avec les turbines qui datent elles aussi de 1925, qui ont commencé il y a 100 ans à produire de l'électricité, donc pour le chemin de fer. Et pour nous, apporter la musique en ce lieu, c'est quelque part un moment. J'aime ces moments où le temps s'arrête. Le temps s'arrête, on est à cheval par la musique entre le passé, le présent, et on va continuer à exprimer en ce début du XXIe siècle un dialogue par la musique.
Et c'est aussi un bâtiment qui est effectivement particulier. Vous nous parliez hors antenne de toute l'organisation à mettre en place pour pouvoir vous accueillir. Oui, c'est un travail qui s'étale sur une année et grâce à un groupe de bénévoles et également un groupe de bénévoles dont les fonctions sont très structurées. J'ai à côté de moi Léonard Muller qui, lui, est le premier à initier les choses puisqu'il faut, dès le départ, savoir quelle sera la programmation de l'année prochaine, l'année d'après. C'est toi qui as proposé que Perla Musica vienne et c'était extraordinaire. On va se régaler tout à l'heure. J'en suis sûr. Alors, je les connais bien et puis j'ai déjà eu l'occasion de jouer avec eux et je me réjouis. Je suis vraiment content que le comité ait accepté ma proposition de les accueillir parce qu'ils sont pleins de poésie musicale et ils sont très éclectiques. Et voilà, c'est un petit peu d'ailleurs le thème de notre festival. C'est aussi l'éclectisme dans tous les sens du terme, dans tous les styles de musique et puis aussi humainement et au niveau des personnes qui en font partie. C'est pas forcément que des musiciens professionnels, au contraire, ça s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de pratiquer la musique et de la partager. Alors voilà, c'est un petit peu ça nous réunit beaucoup. Voilà. Et on reviendra un peu plus tard, plus en détail sur cet éclectisme justement de ce festival Orgue Musicissime. Mais pour nos auditeurs et nos auditrices qui s'en rendent pas compte, c'est quand même un lieu particulier pour des concerts, pour une inauguration. Il y a des énormes turbines rouges à quelques mètres de nous qui ont été arrêtées justement pour l'occasion parce qu'on est passé hier à l'usine aussi et c'est vrai qu'il y a un bruit normalement qui est très important dans cette usine. Donc là aussi, c'est un geste un peu du canton d'arrêter ces turbines pour permettre à un festival important dans la région de pouvoir faire son inauguration. Oui, c'est un geste surtout de la compagnie Alpic, Nande de Drance, tout cette usine a été créée pour les chemins de fer, je disais tout à l'heure. C'est donc aujourd'hui l'autorisation pour arrêter ces turbines, c'est la SBB CFF, chemin de fer suisse. Et il y a une acoustique aussi très particulière dans cette usine. On parlait du groupe Perla Musica qui va se produire tout à l'heure. C'est aussi un cadre où on va particulièrement apprécier ce style de musique grâce à cette acoustique. Exactement, tout à fait. On a eu des expériences qui ont été plus ou moins bonnes et puis qu'on ne refera plus, mais c'est vrai qu'on ne pourrait pas s'imaginer, par exemple, une société de musique jouer parce que les sons se mélangeraient tellement que ce serait impossible. Donc vraiment, ça suscite beaucoup l'intimisme de la musique et c'est un petit peu aussi ça que l'on recherche pour nous et pour nos auditeurs et aussi par rapport aux professeurs qui vont également chacun présenter leurs ateliers. Ils vont le faire vraiment en toute simplicité et sans aucun artifice de sonorisation particulière, quoi. Du coup, c'est l'inauguration de cette 15e édition du festival, 15 ans. Et la particularité un petit peu d'Orgue Musicissime, c'est de proposer aussi des ateliers, une académie d'été. Pourquoi c'est important pour vous ? C'est quoi le principe de ces ateliers ? Pourquoi ça fait partie de l'ADN justement d'Orgue Musicissime ? Peut-être je peux répondre sur la fondation qui est la première académie était une académie d'orgue parce que nous avions ces petits orgues de montagne qui pouvaient être valorisés. On se disait aussi que c'était quand vous entendez de l'orgue, des visiteurs, des touristes se disent ah chouette, je rentre et c'est une révélation pour eux. Et donc à l'époque en 2010 on a rapidement développé un concours de composition. Mais ça a été assez vite compliqué parce que finalement c'était de la musique trop abstraite et on a été obligé de renoncer et surtout on a eu envie de rapprocher l'orgue d'autres instruments, d'où l'idée de créer une deuxième formation. Qu'est-ce qui est venu après, peut-être le violon ou la harpe, et puis la clarinette que tu mènes depuis maintenant 6 ans, 7 ans. 7 ans, c'est la 7e année. Ouais. Et chaque année avec des fidèles qui apprécient tellement oui, c'est ce que j'allais l'enseignement. vous demander. Les gens apprécient aussi ce format, ces ateliers, cette académie d'été, justement, que ce soit pour y participer ou même pour écouter le rendu. C'est toujours des expériences très, très particulières.
Exactement, et je trouve que le mélange musique, nature et non-élitisme, ça permet de réunir des gens qui viennent un petit peu de tous les horizons et qui ont simplement le plaisir de partager sans prendre le risque d'être jugés d'une manière ou d'une autre. Voilà, ils ont vraiment ils ont plus la facilité de s'exprimer puis de vivre une semaine de stage avec d'autres, et puis surtout la musique partage, ça c'est vraiment le maître mot, c'est vraiment de les faire jouer ensemble et d'avoir le plaisir et puis sans distinction quelconque, quoi. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie énormément, que j'apprécie énormément, et je trouve que ça se ressent parmi tous les participants. Je crois aussi ce qu'on peut dire au niveau de la formation musicale, c'est que partout, que ce soit en France ou en Suisse, il y a des conservatoires qui amènent une foultitude de personnes à apprendre un instrument. Souvent, ce sont des gens qui ont apprécié, qui ont pu mener plusieurs années d'études en conservatoire, mais à un moment donné de leur vie, à 16 ans, ils se disent, bon, est-ce que je vais continuer à en faire ma profession, ou est-ce que j'essaye de passer un diplôme universitaire ou un diplôme, et bon nombre d'entre eux ont eu ces années d'instruments et non plus après d'occasion de rejouer. Et là, on le voit dans ce plaisir, c'est le cadre par exemple de Chordissime, où Bertrand Causse, chef d'orchestre, a constitué à Paris un orchestre de 80 personnes avec des gens qui ont été jusqu'au diplôme de conservatoire, le diplôme de 3e, alors je ne sais plus les équivalences en France, mais vraiment plusieurs années d'instruments. Ils sont ravis de pouvoir jouer, se retrouver ensemble et jouer dans un orchestre. Et ça, je pense qu'on est dans cette mouvance de finalement offrir à des gens, ce sont tous des adultes, presque tous ceux qui viennent à ce festival, et c'est pour eux une occasion. Vous voyez, ils viennent passer des vacances, ils cherchent un logement, c'est un investissement de leur part, mais ça correspond à un désir profond, quelque part, de jouer avec d'autres, donc dans le partage. Comme Exactement. Tu l'as dit. Ouais. Et vous avez des concerts, vous occupez le territoire le temps du festival de Martigny jusqu'à Valorcine. C'est aussi une manière de mettre en avant ce territoire, ces villes, ces villages. Vous jouez dans des tout petits villages parfois. C'est aussi important pour vous d'investir ces lieux ? Oui, tout à fait. C'était aussi cette progression qui s'est faite au fil des années. C'est toi qui as trouvé des enseignants qui permettaient d'ouvrir de nouveaux ateliers. Il y a 7 villages au total et il y a 7 ateliers. Donc chaque village a son atelier avec différents... avec des instruments différents. Et celui qui fait le trait d'union, tout à fait cette année, c'est l'orgue qui va être un peu dans différents ateliers. Il y a aussi maintenant, c'est ça qu'on espère peut-être cette année, c'est des synergies aussi entre les ateliers. Par exemple, l'atelier Musique du Monde a 5 jeunes enfants et à l'atelier orgue, il y a 2 jeunes enfants. On s'est dit, pourquoi pas les rapprocher. Je sais que l'organiste va maintenant rencontrer aujourd'hui l'enseignant en charge de cet atelier Musique du Monde, et ils vont essayer. Et leur concert final va peut-être bien se faire à Vernaya, c'est ce qu'il a dit. Voilà. À Vernaya, où ils vont mélanger orgue et musique du monde et cuivre. Donc c'est une expérience merveilleuse pour ces enfants. Donc toute une synergie autour de ces ateliers, autour de ce festival. Et vous proposez pas seulement des ateliers, pas seulement des concerts, il y a des ciné-concerts, des spectacles, des comédies musicales. Et est-ce que le fait de proposer ces différentes formes, c'est aussi dans une volonté aussi d'ouvrir peut-être cette musique à un public plus large? Toujours, vous parliez de non-élitisme, peut-être d'ouvrir la musique à d'autres publics. À d'autres publics, oui, parce que on pense que on va toujours chercher les musiques au bout du monde, alors qu'en fait, ici même, il y a énormément de richesses. D'ailleurs, on va l'entendre tout à l'heure, entre les différentes pièces qui vont être jouées par Perla Musica, ils ont fait une recherche de textes d'auteurs suisses, d'auteurs de la région, qui vont donc être lus. Et ça, c'est aussi important pour toute la vallée, pour tous ces villages qui finalement, on ne va pas dire que
mais c'est vrai que les efforts sont conséquents de la part des communes pour maintenir vivants ces villages. Et c'est vrai que là, du coup, le lien musical, il est fort parce que pendant une semaine, en fait, chaque représentant de commune va interagir avec un des ateliers, va être présent pour les personnes de cet atelier, va les aider, va faire en sorte de faire fonctionner les partenaires aussi locaux afin que tout cela forme un tout. Et ça, c'est... En fait, là, aujourd'hui, c'est la seule et unique fois où tout le monde, tous les participants et tous les enseignants et le comité vont se voir. Ensuite, on ne les voit plus. Enfin, c'est pas qu'on les voit plus, on ira voir leurs concerts, leurs ateliers, évidemment, on reste en contact et tout ça, mais eux-mêmes, ils vont plus se voir, sauf si les uns et les autres vont rencontrer les personnes dans le cadre des auditions. Voilà, merci. Pardon. Voilà. Juste des musiciens qui sont en train d'arriver. Exactement. Des cornistes. Oui, Des oui. cornistes. Corps des Alpes, voilà. Le festival Orgue Musique Essim aujourd'hui, c'est l'inauguration donc à l'usine du Châtelard à 17h, mais c'est un festival qui dure quasiment un mois parce que le dernier concert est le 23 août. Et moi, je me posais la question de comment est-ce que vous avez confectionné la programmation de cette année. Comment Ah bah... Tu vois comment ils disent en Valais. Ça s'est fait progressivement, de toute façon, avec les connaissances de différents musiciens. Puis c'est toi qui as beaucoup de liens et par ta profession, ton travail en conservatoire, et à l'ENU, en jazz aussi. C'est vrai. Mais pour nous, ce qui est important, c'est ça. On a le noyau du festival, à peu près avec ses dates, avec les ateliers. Et alors voilà, vraiment le travail de chaque enseignant est de réunir suffisamment d'élèves pour que les ateliers puissent fonctionner, pour que ça soit viable à quelque part. Mais puis encore, même si ça l'est pas, on s'organise toujours pour que quand même l'atelier puisse avoir lieu, même s'il y a 3-4 élèves. La question n'est pas là. Et autour de cela, évidemment, on va se dire, mais bon, l'année passée, on a fait ça, l'année d'avant, on a fait ça. Cette année, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on essaye d'innover, on essaye de trouver des idées, Et puis là, forcément que les différentes richesses de chacun des personnes du comité apportent leur aide et leur soutien. L'année passée, on avait Isabelle Meiser qui avait organisé un magnifique concert avec, rappelle-moi, c'était à Fin-Haut. Avec Thomas Kinst, qui est sur l'orgue nouvellement restauré de Valorcine, c'était beau. C'était superbe. Donc, chaque personne apporte. Voilà, moi, cette année, j'apporte un petit peu plus de jazz parce que je suis aussi musicien de jazz. Donc voilà, j'ai l'occasion de me proposer un spectacle sur Louis Armstrong. Et voilà, puis là, c'est vraiment l'idée aussi de les faire dans les villages et puis d'amener un spectacle qu'il faudrait aller voir peut-être à Lausanne, à Genève ou à Zurich. Alors que tandis que là, tout d'un coup, ça va venir là, chez eux, chez nous. Donc, et ça, c'est bien. Donc, c'est ça aussi ce que permet le Orgue Musique Essim et toutes les personnes qui œuvrent pour ce festival. Il y a aussi... Ce sera faut prononcer pas prononcer la bouche pleine, le Moonship Washboard 5. Voilà, Moonship Washboard 5. Mais c'est à ne pas prononcer la bouche pleine, mais c'est un grand régal. Non. Vous avez vraiment aussi une volonté, comme vous disiez, d'amener la musique dans la vallée et aussi que ce soit une musique, comme vous le soulignez, accessible. Hors antenne, Michel, c'est vous qui avez utilisé ce mot-là on est dans des aires de tourisme de masse, etc. Et il y a la musique de masse, entre guillemets, qui est à nos portes. Et vous, c'est pas vers cette direction-là que vous allez. Comment vous expliqueriez la philosophie du festival ? C'est peut-être moi j'aurais mon interprétation, mais peut-être Léonard il donnera la tienne après. Mais cette notion de cette évolution qui est celle du 21e siècle et qui est, portons un regard sur plusieurs points. Le tourisme de masse s'est développé, le sport de masse s'est développé. On a vu ce gigantisme à Paris, même si c'était très beau et extraordinaire. Et la musique de masse aujourd'hui, elle existe aussi. Et qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et dans ces villages de
montagne. On a depuis longtemps cette tradition d'échange, de liens. Et la musique qui nous est chère, c'est justement ce principe d'être en une musique intime dans des lieux qui ne sont pas gigantesques. Et puis, on laisse les chamois dans la montagne et on vient. Et nous allons dans des ambiances cabaret. Ce sera le cas du jazz à la Chapelle Anglaise le 23 août et puis à Valorcine, au pôle culturel. Ouais, tout à Et fait. c'est le cas aussi aujourd'hui à l'usine hydroélectrique du Châtelard. Et justement, pour revenir à cette inauguration du jour, vous pouvez nous parler peut-être, Léonard, un petit peu du programme, ce qui est prévu. On parlait du groupe Perla Musica qui va jouer. Il y aura aussi le Cor des Alpes, un instrument aussi important que vous tenez à mettre en avant, un instrument du coup qui est régional. Oui, tout à fait. Mais régional, c'est vrai. Il y a aussi des cornistes. On appelle ça le Cor des Alpes sont des cordistes. Et à Valorcine, il y en a. Et Oui. puis il y en a également du côté valaisan. Et puis ils vont faire le mardi 30 mardi, ce mardi dans 2 jours. Et j'encourage vraiment tout le monde à aller voir ce concert. Ça va être extraordinaire. 10 corps des Alpes et corps d'harmonie avec l'orgue. À l'église Ça, à de l'église Finhaut. de Finhaut. Oui, Ouais. à 20h justement. Merci Oui. de le rappeler. Et oui, Léonard, pour Oui. parler du programme qu'on va suivre d'ailleurs dans quelques minutes, hein, dans moins d'une heure, l'inauguration va débuter. Vous pouvez peut-être nous en parler un peu. Tout à fait. Alors évidemment, c'est clair que Perla Musica va être l'événement, je dirais, principal et musical. Là, on va avoir à peu près, j'espère, en 45 minutes d'un très très joli programme dont on se réjouit, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc des musiques, des musiciens et des textes savamment choisis par l'association. Et puis ensuite, nous aurons donc chaque maître d'atelier qui va donc présenter son atelier musicalement. Voilà, je crois que c'est le meilleur moyen de montrer Pour donner un peu l'eau à la bouche. Pour donner l'eau à la bouche. Et puis donc, et tous les élèves, tous les participants donc se réunissent aujourd'hui et donc découvrent, comme chaque année maintenant, leur enseignant. Et puis ensuite, et ça sera donc ponctué par des textes de la compagnie Perla Musica. Et puis à la suite de cela, donc on va tous donc, clôturer ce festival par le Cor des Alpes. Et ensuite, le public, voilà, il y aura donc un food truck qui sera donc là, qui va donc distribuer des boissons et des repas, voilà. Et par contre, nous, les maîtres d'atelier, avec nos élèves, nos participants, donc on va se réunir et on va discuter du programme de la semaine et avec le comité. Et puis, on va partager aussi de très très bons moments ensemble, avant que tout le monde ne s'éparpille dans les différents villages pour commencer le stage demain. Voilà. Mais j'ajouterais que ce concept qui est sous la responsabilité de Léonard Muller, est de rapprocher les stagiaires, vous l'avez compris, de leurs enseignants. Mais imaginez, 64 stagiaires, ils ne savent pas, ils ont répondu par Internet pour faire partie de tel atelier. Certains viennent de Paris, d'autres du Luxembourg, d'autres, ils ne connaissent pas leurs enseignants. Donc la meilleure méthode, c'est d'être tous ensemble, encore une fois, tous ensemble, le jour de l'ouverture. Et là, ils vont voir un professeur de Cor des Alpes, il va se dire c'est lui, c'est avec lui que je serai. Et à la sortie, quand le spectacle sera fini, eh bien, ils vont être réunis et préparer la semaine. Les Partager enseignants, un moment convivial aussi, comme on le disait, c'est un peu le but du jour aussi, de cette inauguration. Et vous nous avez aussi dit qu'à la fin, bon, je vais un peu casser le suspense, mais il y aura une petite musique chantée par la foule. je ne sais pas si on peut casser le suspense. Bon, on va garder un peu de suspense alors. Voilà. Mais voilà, en tout cas, des beaux moments en Oui. perspective pour cette inauguration. Et voilà, peut-être qu'on peut citer quelques dates dans les jours à suivre. Il y aura notamment dès ce lundi aussi à l'église de Vernaya le trio Note Andine. Et il y a aussi des personnes, d'autres musiciens importants dans ce festival. On peut citer Bertrand Coste notamment, Aussi. Denis Conté aussi, Mais l'organiste. ils sont tous importants, c'est bien des sûr, mais musiciens talentueux. qui reviennent depuis de nombreuses Ouais. années, il me semble, Tout à fait. et qui sont portés par ce projet, comme on l'a répété, de
non-élitisme, de jouer dans des petits endroits et de rendre accessible cette musique Exactement. des fois un peu trop malheureusement élitiste. Basé sur un rapport de spectateur qui est peut-être pas celui que nous cherchons, mais voilà, ouais. chacun, C'est vrai. toutes les musiques sont intéressantes de toute façon, Eh oui, quel que tout soit à leur fait. genre. Merci beaucoup Michel von Gerichten et Léonard Muller d'être venus sur le plateau de Merci. Globule Radio. On entend le Mont Blanc Express, Voilà. le train passer juste à côté de nous. Vous l'aurez compris, on est devant l'usine hydroélectrique du Châtelard. Vous n'entendez pas les turbines, c'est normal, elles ont été arrêtées pour l'occasion, pour cette grande inauguration. On va vous laisser... Il reste encore de l'électricité parce que le train marche encore. Ouais, Sinon. le train marche encore, heureusement. Voilà. Mais en tout cas, merci d'être venu sur le plateau. Merci pour l'accueil aujourd'hui. On va vous laisser. Vous devez être un peu pressé par les préparatifs. On poursuit notre émission en direct sur le Volontiers. 90.5 FM pour l'inauguration du festival Orgue, Musique et Sim. Et on écoute Faced Mushaboom sur Globule Radio. When we were living in squalor, wasn't it heaven? Back when we used to get on it 4 out of 7. Now even though that was the time I hated from day one. Eventually terrible memories turn into great ones. So if they call you, embrace them. If they hold you, erase them. 'Cause it might have been something who's to say? Does it help to get lost in yesterday? And you might have missed something. Don't say, 'cause it has to be lost in yesterday. And you're gonna have to let it go someday. You can pick it up like Groundhog Day. 'Cause it might have been something. Don't say, 'cause it has to be lost in yesterday. Maddie said life didn't go the way that he planned it. Said, oh, what I'd give to start over, boy, I'd command it. So what was I ever afraid of? Why did I worry? And why was I ever so brainless, head in a flurry? 'Cause if they call you, embrace them. If they stall you, erase them. 'Cause it might have been something who's to say? Does it help to get lost in yesterday? And you might have missed something. Don't say, 'cause it has to be
retour sur Globule Radio pour notre direct spécial pour l'inauguration du festival Orgue Musique Essim. On est en direct à l'usine du Châtelard, un très beau lieu, et c'est très très bientôt l'inauguration parce que c'est dans un tout petit peu plus de 30 minutes. Avec nous, c'est John Colbaker qui nous a rejoint. Bonjour John, vous êtes en charge de la communication et chargé de projet pour le festival. Ouais. Merci d'être avec nous. On vous est avec nous parce qu'on avait quelques petites questions sur comment justement mettre en place un festival de cette envergure, comment communiquer dessus. Déjà, 30 minutes avant le lancement, comment vous vous sentez ? Je sens que maintenant tout est en place. Je peux me détendre un peu parce que jusqu'à présent, l'important pour ce genre de festival, c'est d'attirer les participants, trouver ici des sponsors parce que c'est un organisme qui doit s'autofinancer. Donc, c'est très important pour nous d'avoir de co-sponsors. Ce qui est également très important, c'est l'apport des bénévoles des villages, des communes. Surtout dans cette usine, les bénévoles, surtout de Finhaut, qui sont venus vendredi, mettent tout en place. Et on dépend vraiment de bénévoles et de soutien des personnes, parce que c'est un organisme son bénéfice, quoi. Et on le disait, la difficulté de trouver des sponsors, des financements. Vous êtes un petit festival encore, même si ça fait 15 ans que vous existez par rapport à d'autres énormes événements non loin de là, comme le Cosmo Jazz, pour citer que lui. Est-ce que c'est compliqué de justement trouver ces financements, ces sponsors, ces organes de communication aussi pour faire parler du festival ? C'est beaucoup plus difficile pour nous que pour les grands festivals, bien sûr. Heureusement, la Vallée du Trien Tourisme aide beaucoup à promouvoir un peu le projet sur leur site, sur leur réseau WhatsApp, entre autres. Donc ça nous aide. Et nous avons des sponsors chaque année qui reviennent, mais c'est vraiment pas facile de trouver de bons sponsors. Et surtout, je dirais, après les années Covid, maintenant que les grands festivals encore lieu, c'est encore plus difficile pour nous. Nous avons eu un peu de soutien du canton de Valais, surtout qu'on a également approché les écoles. Nous avons fait des présentations aux écoles primaires de la Vallée pour mettre en valeur d'anciens films pour le patrimoine, et mes collègues Léonard Muller et Christine Chauve, qui va jouer tout à l'heure, ont démontré aux enfants ce qu'il faut pour rédiger de la musique sur ces anciens films et ce qu'ils apportent. Donc il y a le festival, mais de plus en plus nous essayons d'atteindre d'autres réseaux, audiences, etc. Et surtout avec les jeunes qui vont, j'espère, venir collaborer avec nous quand nous serons vraiment à la retraite. Et vous êtes attaché justement quand même un peu à cette image de petit festival, d'un festival proche des gens, proche des habitants de la vallée, que ce soit un village de 100 habitants ou que ce soit à Martigny. Vous êtes attaché toujours à ce... Oui, c'est vraiment. Martigny ne fait pas partie de. En fait, on a des concerts là-bas, mais Martigny ne fait pas partie de la vallée du Trien. Oui. Mais l'importance pour nous, c'est de promouvoir la vallée du Trien, de Valorcine en France jusqu'à Vernaria sur le Rhône, je dirais. Donc, c'est cette importance pour nous, c'est d'impliquer les villages, les villageois et les bénévoles et tous ceux qui nous soutiennent. Alors, les communes nous soutiennent vraiment beaucoup. C'est surtout, on dépend beaucoup des communes qui nous soutiennent. Moi, je suis de Trien et nous sommes une petite commune en nombre, mais très actif. Et c'est aussi un des événements qui attrait les bénévoles, comme partout. Alors, je pense que c'est ça l'important, c'est l'implication de la population, je dirais. Ouais. Et justement, ces bénévoles, ils sont nombreux, ils sont nombreuses pour ce festival. Est-ce que c'est quelque chose qui tient à cœur aux habitants de la vallée du Trien de porter ce festival aussi ? Je pense que oui. Bon,
Je dirais, il y a assez de bénévoles pour nous aider. Ça tient encore certainement de tout le monde qui est impliqué, toutes les communes et les gens qui sont impliqués. Ça tient vraiment à cœur. Et c'est encore le problème d'être un petit festival, mais c'est un festival à nous, je dirais, aux gens de la vallée. Donc c'est important, je pense, de ce côté-là. Ouais. Pourtant, vous proposez des ateliers pour, on disait, pour un peu tous les niveaux, etc. Et on entendait tout à l'heure qu'il y avait quelques personnes qui venaient du Luxembourg, de Paris. Donc le festival arrive aussi à toucher bien au-delà de la vallée du Trien. C'est vrai, c'est vrai. Il y a Bertrand Cos qui vient de Paris avec des membres de son orchestre à Paris, plus d'autres. Donc c'est vraiment... Et lui, eux, ils viennent depuis des années et quand on leur parle, ils trouvent que c'est super de venir dans la montagne, ça change de Paris, même quand il y a les Jeux Olympiques, je suppose, et peut-être parce qu'il y a les Jeux Olympiques, mais ils trouvent toujours très bien de venir ici, travailler, voyager dans la montagne et jouer avec nous. Donc c'est quelque chose qui les tient à cœur. Et certainement, nous avons également avec des gens qui viennent d'ailleurs pour certains des ateliers. Même de Suisse allemande. Et c'est ça aussi certains, Bertrand Cos et ses collègues qui viennent de Paris, nous soutiennent vraiment beaucoup depuis des années et ça apporte beaucoup plus, je crois. Tous les professeurs sont des professionnels, c'est ça qui est important et de très haut niveau. Je ne sais pas si vous entendez derrière vous les Corps des Alpes qui s'entraînent. Si, on les entend sûrement à la radio. Alors, nous avons l'atelier Corps des Alpes et Corps d'harmonie. Cette année, va se faire à Trien. C'était l'année passée, c'est la première fois et ça a apporté un grand succès. Et chaque atelier maintenant a ses fans, je dirais, qui viennent toutes les années pour soutenir aussi l'académie, je dirais. On appelle ça maintenant une académie. Et l'important, c'est qu'à la fin de la semaine, tous ces ateliers présentent des concerts sur ce qu'ils ont fait pendant une semaine. Et pour moi qui ne suis pas vraiment musicien, c'est super d'entendre de voir ce qu'ils font. Ils sont arrivés à créer, etc. Ouais, chaque année, il y a des surprises en bien. C'est vraiment... Je crois que les professeurs sont vraiment des gens qui veulent travailler avec nous parce qu'ils comprennent que c'est quelque chose pour la population, pour les communes, etc. Voilà. On a tout doucement les premiers spectateurs et spectatrices qui sont en train d'entrer dans l'usine. Moi, j'ai une question un peu personnelle à vous poser. Vous venez de mentionner le fait que vous n'étiez pas tout à fait musicien. Vous l'avez dit comme ça. Je suis pas tout à fait... Comment ? Musicien. Ah non, j'aime la musique, mais je ne joue pas, malheureusement. Oui, voilà. Et donc, du coup, comment vous êtes mis dans cette organisation du festival ? Comment vous êtes intéressé au festival Orgue Musicati, mais comment vous êtes impliqué dedans ? Il y a quelques années, quand j'ai assisté à certains des concerts, je trouvais que ça, c'est très bien. J'ai rencontré Michel van Gerichten, la présidente, enfin, qui est actuellement la présidente, et les autres membres du comité. Et j'ai dit, est-ce que vous avez besoin d'aide, etc. Alors, ils ont tout de suite sauté sur moi, et malheureusement, voilà, je suis là à travailler. Non, heureusement, je suis là à travailler avec eux. Donc, c'était plutôt pour aider à organiser, à mettre en place le festival. Et comme j'ai dit, j'apprécie beaucoup tout genre de musique. Mais malheureusement, je ne suis pas très doué, moi. Je n'ai pas de voix, je ne peux pas jouer, mais j'apprécie beaucoup ce qu'ils font. Vous avez un rôle qui est quand même assez clé, qui est celui de la communication, parce que quand on organise un festival, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du monde qui vienne. Et aussi, peut-être c'est une manière, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, faut trouver comment s'adresser aux gens quand on veut promouvoir un festival comme ça. Comment est-ce que vous y prenez justement pour, peut-être, vous parliez tout à l'heure des écoles, pour aller voir les jeunes Oui, en fait, l'autre chose où je ne suis pas tellement doué, c'est dans les médias. Alors, heureusement, il y a d'autres membres qui s'y connaissent. Alors moi, oui, c'est surtout chercher des sponsors, communiquer avec les sponsors, aider à mettre en place les ateliers, disons les invitations pour les ateliers, rédiger en fait, moi c'est plutôt moi qui ai rédigé, il y a un rapport annuel et un rapport pour l'année en cours qui se fait, moi c'est surtout moi qui l'ai fait, mais avec un graphiste très doué qui met ça en page, et il y a le site web aussi qui est important. Alors c'est surtout tout cela, et ce qu'on fait aussi dans la vallée, il y a un flyer qui est envoyé à tous les habitants de la vallée. Alors aussi, c'est ça, il faut le rédiger, il faut voir
comment communiquer avec cela. Mais on ne communique pas vraiment beaucoup hors de la vallée, y compris Valorcine, bien sûr, parce que Valorcine fait partie de la vallée de Trien, et leur église est un endroit super. L'acoustique est super là-bas. Donc alors voilà, c'est surtout ça, c'est essayer d'intéresser les sponsors et les gens à venir avec les ateliers, donc participer aux ateliers, c'est surtout à ce niveau-là, c'est pas un niveau international. Bien que j'ai envoyé certains flyers à des amis aussi loin que Genève, mais où j'ai passé la plupart de mon adolescence, donc je suis pas valaisan de naissance, mais maintenant le Valais est gravé dans mon cœur, comme on dit. Donc on est valaisans, ma femme et moi, depuis plusieurs années. Et ce qu'on aime bien, c'est l'implication de tout le monde. Donc, c'est de tout le monde. Que le festival représente bien au final. Pas seulement le festival, il y a d'autres événements aussi où les gens se rassemblent. Et c'est ça surtout qu'on aime beaucoup ici. Ouais. Merci beaucoup John Cole Baker d'être venu sur le plateau de Globule Radio. On va vous laisser régler les derniers détails avant le début de l'inauguration. Merci encore en tout cas de nous accueillir ici pour cette inauguration devant l'usine hydroélectrique du Châtelard. Restez avec nous sur Globule Radio 90.5 FM. On se retrouve juste après ça. Je suis né en novembre 74 à Pantin. Et j'ai toujours su, c'est mon pouce accusé de meurtre et mis en examen. J'entends quelqu'un qui tousse la postière, je n'y suis pour rien. Elle aussi était gentille et douce. Je vous aime bien, mais je vous déteste tous. Mon nom ne vous dit peut-être rien. Vous l'avez déjà eu sur la bouche, mon nom est Gérald Thomasin. Celui qu'il ne fallait pas que l'on touche, drogué, délinquant et comédien. Je n'aurais jamais fait de mal à une mouche. Dans la rue, j'étais devenu quelqu'un. Les autres, je les connaissais tous, installés à Montréal, la Cluse, dans l'Ain, un village tout au fond de la Cambrousse. On était souvent une canette à la main. La vie est dingue quand on l'éclabousse. Je vous aime bien, mais je vous déteste tous. Je ne suis pas un assassin. Désormais vous le savez tous, mon nom est Gérald Thomasin. Celui qu'il ne fallait pas que l'on touche, envolé comme un bandit, comme un saint, que l'on vénère ou que l'on repousse. Je vous aime bien, mais je vous déteste tous. Mon nom ne vous dit peut-être rien. Vous l'avez déjà eu sur la bouche. Mon nom est Gérald Thomasin. Celui qu'il ne fallait pas que l'on touche, drogué, délinquant et comédien. Je n'aurais jamais fait de mal à une mouche. Toujours en direct sur Globule Radio 90.5 FM dans la vallée de Chamonix. Si vous n'êtes pas habitant de la vallée de Chamonix, vous pouvez nous écouter en ligne, bien entendu, sur notre player partout dans le monde, sur globule.chamonix.radio. On entend toujours les balances à l'intérieur de l'usine hydroélectrique du Châtelard, puisque la grande inauguration du festival Orgue, Musique et Sim va débuter à 17h, pardon. Lorraine, tu me corriges, bien vu. À 17h, et justement, on reçoit Hélène Catin qui fait partie du groupe Perla Musica. Bonjour. Bonjour, merci d'être sur le plateau. Perla Musica qui est un peu l'événement du soir. Vous allez jouer pendant cette inauguration avec Sophie Rudaz-Mudry au piano et Grégory Scalesia à la guitare. C'est ça. Et au banjo.
Pour présenter un petit peu Perla Musica, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient ce groupe, comment vous vous êtes rencontrés et depuis combien de temps ça existe? Alors Perla Musica, c'est d'abord un duo, c'est Sophie et Greg. Lui joue d'un peu toutes les guitares qui existent, balalaïka, mandoline, guitare jazz, guitare classique. Et Sophie joue de l'accordéon et du piano, et ça fait plus de 25 ans, je pense, qu'ils se connaissent maintenant et qu'ils jouent ensemble, qu'ils arrangent, réarrangent de nombreux morceaux, tant de musique classique que de musique aussi populaire. Et en fait, moi, je les ai rencontrés justement pour faire des lectures en musique, parce qu'ils ont souhaité, à un moment donné dans leur parcours, amener la musique qu'ils aimaient, la musique exigeante qu'ils aimaient, l'amener dans la rue. Ils avaient envie de rendre accessible et convivial leur démarche, leur travail. Alors ils avaient à l'époque un bus scène qui s'ouvrait avec le piano dedans et qui faisait une scène, un super bus. Maintenant on est sur une remorque scène et nous créons en fait chaque année des lectures en musique. Le concept a un petit peu évolué avec le temps. C'était d'abord avec Fred Mudry, ça s'appelait Au fil du Rhône, puis en collaboration avec les bibliothèques. Ensuite, les bibliothèques se sont fédérées pour faire la médiathèque valaisanne. Et nous sommes en collaboration avec la médiathèque de Martigny et de Sion. Et le concept actuel, là, qui dure depuis 13 ans maintenant et qui marche très fort parce que les gens aiment beaucoup ça, c'est les pique-niques littéraires, justement, qui ont lieu à midi, le mercredi à Martigny, tous les mercredis de l'été et le jeudi à Sion. Et qui, en fait, nous faisons découvrir le roman de l'été en 4 épisodes, un roman pour adultes, puis un roman tout public. Et les gens adorent ça parce qu'ils aiment bien le feuilleton, ils aiment bien voir leur roman de l'été, justement. Puis c'est des mini-mises en scène avec des décors, avec des costumes, c'est presque du théâtre. Et ce soir, du coup, pour cette inauguration du festival Orgue Musicissime, on va avoir le droit à une sorte de pique-nique littéraire, toujours dans ce concept de musique entrelacée de paroles, de lecture. Alors, ce sera différent parce que c'est plus sobre. Bon, on est un petit peu costumé, mais élégamment mais sobrement. Ce ne sera pas théâtralisé, il n'y a pas de scénographie, on n'est pas dans un roman, ce sera plutôt effectivement une succession de morceaux entrecoupés de poèmes. Tous les deux ont fait un choix d'auteurs suisses pour la plupart, je crois même tous à part Charles Baudelaire et Arthur Rimbaud, oui, c'est ce que j'ai... qui sont finalement assez célèbres. Ce sont des poèmes et des textes autour de la thématique de la nature, de la montagne, que je me réjouis de lire parce que c'est des textes très puissants. Et puis ensuite, d'autres instrumentistes vont venir jouer, puis je vais ponctuer ça de petites interventions que je trouve très touchantes aussi. Avant, on parlait avec Michel von Gerichten de l'esprit un peu du festival d'orgue Musicissime, de rendre un peu accessible cette musique au plus grand nombre en allant dans des petits villages, en faisant des ateliers, en faisant des ciné-concerts, des comédies musicales. Finalement, vous, avec Perla Musica, vous vous inscrivez un petit peu dans le même état d'esprit d'aller à la rencontre des gens, d'ouvrir un petit peu la musique au plus grand nombre. Oui, en fait, c'est ça qui est rigolo d'ailleurs dans cette démarche des pique-niques littéraires. J'adore cette personne qui siffle. Bertrand Cos, oui. C'est Bertrand qui siffle, bon, fantastique. Ce que je trouve très beau dans leur démarche, à laquelle je m'associe maintenant depuis bientôt 10 ans, c'est en fait, on joue sur des places et puis il arrive qu'on commence avec 60 personnes et qu'on termine avec 80 et que les gens qui s'arrêtent et qui décident de ne pas repartir et de manger leur pique-nique là avec nous sont la plupart du temps des gens qui ne vont jamais écouter de la musique et surtout pas de la musique classique. Et du coup, il y a une sorte de transmission hyper conviviale et simple d'un répertoire exigeant. Et eux, ils font la même chose, c'est vrai. Donc les démarches sont vraiment semblables et moi, j'apprécie beaucoup ça parce que je trouve que les gens qui ont un œil neuf sont très précieux pour nos arts. Et vous parliez aussi de bus, de remorques pour vous déplacer. La notion de déplacement, elle est importante aussi pour Perla Musica, de changer de lieu, de se déplacer pour transmettre votre musique, vos lectures. Oui, il y avait une volonté d'acquérir une liberté, une légèreté. En fait, on arrive sur la place vers 9h, on s'installe. Ça prend 3 petites heures pour s'installer et puis le temps de faire les soundchecks, les morceaux se déroulent, on voit déjà les yeux intrigués des gens qui passent, qui ne connaissent pas, il y a les habitués, parce qu'on a des fidèles maintenant. Mais il y a un côté extrêmement léger que moi j'aime beaucoup, aussi pour le théâtre. C'est-à-dire on est libre.
On arrive, on débarque, 3 heures après on joue, on a besoin d'une prise, 220 volts, c'est tout. Parce que vous, du coup, qui faites les lectures, vous êtes issu d'une formation théâtrale Oui, moi je suis comédienne. J'étais metteur en scène, maintenant moins, plus comédienne. Je travaille principalement sur Lausanne, Genève. J'ai un petit peu bougé en France quand j'étais plus jeune avec des metteurs en scène français. Mais actuellement, je suis plutôt valaisano-vaudoiso-genevoise. Et juste L'arc pour revenir un peu sur les poèmes que vous allez nous lire ce soir, Oui. vous me dites que c'est des poèmes qui sont liés à la montagne. Vous avez les sélectionnés justement pour ça, ou est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui sont rentrés Alors, en réflexion c'est Sophie et Grégory qui se sont penchés sur la demande qui avait été faite par le festival, qui était que ça soit justement autour de la nature et de la montagne. Et puis c'est une thématique qui nous plaît toujours beaucoup, qui plaît beaucoup à Sophie et à Grégory. Puis du coup, ils ont fait tout un travail de recherche un peu plus approfondi sur les auteurs suisses et puis sur cette thématique. Et, moi, je faisais d'autres choses ailleurs et ensuite, ils m'ont proposé ce choix que je trouve beau. C'est pour ça que je dis que je trouve touchant, parce que c'est pas moi qui ai choisi. Il y avait pas d'autres exigences que le goût. Et puis, ils sont allés cheminer comme ça à travers des auteurs pour faire ce choix-là. Et mettre du coup en valeur surtout des auteurs suisses Oui, spécialement. je crois que ça leur tenait à cœur. Il y a même des auteurs, des gens qui sont de notre génération, qui sont des amis même, comme Pierre-Isaïe Duc. Et puis bon, il y a des grandes stars comme Arthur et Rimbaud. Comme Charles et Arthur. Et on a entendu avant Bertrand Cos siffler à l'intérieur de l'usine hydroélectrique du Châtelard. C'est une acoustique aussi particulière, cette usine. Vous avez pu un peu l'appréhender avec votre voix, avec les instruments. Oui. Grégory fait un très bon travail de sonorisation de nos instruments, parce que c'est pas évident de sonoriser ces instruments-là ensemble, déjà, piano et guitare, et puis de les sonoriser pour l'extérieur. Puis là, on n'est pas en extérieur, mais c'est une cathédrale un peu. Il y a une réverb d'à peu près 7 secondes. Donc c'est pas facile, mais ils se sont très bien débrouillés tous les deux. Je trouve que ça sonne bien et je me réjouis. C'est vrai que c'est un peu une cathédrale, cette usine au milieu C'est des turbines. Un cadre particulier pour vous produire ce soir. Et justement, on est à quelques minutes de l'inauguration. On va peut-être vous laisser vous préparer les derniers détails. Merci beaucoup en tout cas, Hélène Catin, d'être venue sur le plateau de Globule Radio. On rappelle que toutes les interviews, vous pouvez les retrouver en ligne aussi sur globule.chamonix.radio. On poursuit notre émission en direct juste devant l'usine du Châtelard avec la playlist de Kirstine sur le 90.5 FM.
wasa mase nyanwe tu sana mbibia ko besa sedie na enya kroma feda nyanwe bita wa usia wasa na wachia no slim na me dempra na mafuchi tami sana mbibia eyo town na rakwa eyo town na Globule Radio 90.5 FM, on est à quelques minutes de l'inauguration du festival Orgue, Musique et Cime en direct depuis l'usine hydroélectrique du Châtelard. Les spectateurs commencent à arriver en nombre, vous entendez derrière moi aussi les dernières balances et pour cause, ce soir ça va être une soirée exceptionnelle pour cette inauguration du festival Orgue, Musique et Cime avec notamment le Corps des Alpes que vous allez pouvoir écouter, l'association Perla Musica avec de la musique, des textes, la présentation des ateliers et ça ne s'arrête pas là Lorraine, dès la semaine prochaine, dès ce lundi il y aura d'autres concerts qui vont commencer avec le festival Orgue, Musique et Cime. Tout à fait. Dès demain, on a un concert à l'église de Vernaya, le concert trio Note Andine. Mardi, on a un concert à l'église de Finhaut. Et jeudi 1er août, c'est un concert à l'église de Valorcine. Alors, je ne vous fais pas tout le détail de la programmation et je vous invite vraiment à aller la découvrir sur le site du festival Orgue, Musique et Cime. Sachez que le festival se termine le vendredi 23 août à Finhaut, à la chapelle anglaise. Ou à découvrir cette programmation sur l'antenne de Globule puisqu'on rappelle tous les jours aussi le programme complet de ce festival Orgue, Musique et Cime. Et d'ailleurs, ce jeudi, ce sera le récital sifflet et orgue. On a entendu quelques sifflets de Bertrand Cos juste avant qui faisait ses balances. Donc visiblement, il va aussi jouer, il va plutôt siffler ce soir depuis l'usine hydroélectrique du Châtelard. On remercie une nouvelle fois grandement toute l'organisation du festival Orgue, Musique et Cime pour l'accueil. Pour cette émission où vous avez vu défiler plein de personnes différentes pour nous parler de ce festival, de la musique qu'on pourra entendre ce soir et durant la semaine. C'était un vrai plaisir pour nous d'être dans ce cadre devant l'usine hydroélectrique et devant les montagnes, devant le train aussi, le Mont Blanc Express, que vous pouvez prendre d'ailleurs pour vous rendre à l'usine hydroélectrique. On vous dit à bientôt sur l'antenne de Globule Radio et bien sûr toutes les interviews seront réécoutables sur le site globule.chamonix.radio. Salut à tous.